Il faut imaginer, pour commencer cette exploration d'aujourd'hui, un chiffre qui donne littéralement le vertige. Ah, je sens qu'on va parler de grandes échelles. Bah oui, parce que l'univers observable, il contient au moins 2000 milliards de galaxies. 2000 milliards, c'est le cerveau humain, il rend les armes face à un truc pareil. C'est clair, c'est une immensité qu'on a du mal à conceptualiser. Et en fait, quand on regarde les catalogues d'astronomie, on se rend vite compte que la grande majorité de ces galaxies, elles sont très sages. Elles suivent les règles, quoi. Exactement. Ce sont des spirales qui tournent patiemment dans leur coin depuis des milliards d'années, ou alors des galaxies elliptiques bien tranquilles. Elles restent sagement dans les cases que nos modèles mathématiques ont prévues. Mais j'imagine que ce ne sont pas celles-ci qui vont nous intéresser aujourd'hui. Ah non, pas du tout. Pour notre session, on va complètement ignorer ces galaxies ordinaires. On va plutôt se concentrer sur les scènes de crimes cosmiques. Les rebelles, en fait. Les fameuses galaxies en collision. C'est ça. Celles qui ont été perforées, déchiquetées ou même cannibalisées par leurs voisines. Parce que pour notre public d'étudiants qui cherchent à comprendre les processus physiques, c'est dans ces destructions ultimes qu'on voit vraiment les lois de la physique pousser à leurs limites. Tout à fait. Et d'ailleurs, il faut tout de suite déconstruire ce terme de collision. Ah oui, pourquoi? Parce que l'image qui vient souvent à l'esprit, c'est celle d'un accident de voiture sur l'autoroute. Oui, de la tôle froissée, un gros boom, un choc frontal. Voilà. Et c'est exactement pour ça que la mécanique de ces événements est souvent mal comprise par les étudiants. Si on cherche à carambolage de matière solide, de planètes ou d'étoiles, on se trompe complètement d'échelle. C'est vrai qu'on sait que l'espace, c'est essentiellement du vide. Absolument. Les étoiles, elles ne se percutent presque jamais. Mais du coup, la violence du phénomène, elle est pourtant bien réelle. Alors, si ce ne sont pas les étoiles qui s'écrasent les unes contre les autres, qu'est-ce qui subit le choc en fait? Ce qui encaisse le choc frontal, ce sont les immenses nuages de gaz interstellaires, et surtout les halos de matière noire qui enveloppent ces galaxies. D'accord. Imagine deux essaims d'abeilles gigantesques qui se traversent. Les abeilles elles-mêmes, donc nos étoiles, elles ne se touchent pas du tout. Elle passe juste à travers. C'est ça. Mais par contre, les courants d'air générés par ces essaims, eux, ils entrent en collision avec une violence inouïe. C'est une super image. C'est une friction monumentale entre des masses de gaz froid. Et tout ça est orchestré par un duel de champs gravitationnels. La gravité, en fait, c'est le seul véritable moteur ici. Donc c'est la gravité qui force tout le processus. Exactement. Elle agit sur des centaines de milliers d'années-lumière et elle va littéralement voler l'énergie cinétique des galaxies pour les forcer à fusionner. D'accord. Pour bien illustrer ce mécanisme physique, je propose de prendre le cas d'école le plus frappant de nos notes. La fameuse galaxie Roue de Chariot. Ami, un classique magnifique. Pour ceux qui suivent, il y a 200 millions d'années, cette galaxie, c'était une spirale parfaitement ordinaire. Et puis, paf, un événement balistique se produit. Une petite galaxie intruse vient carrément perforer le centre du disque principal. En plein dans le mille. C'est ça. Et pour décrire les faits, nos sources utilisent une métaphore parfaite pour bien visualiser l'onde gravitationnelle. C'est comme un caillou jeté à la surface d'une mare. La métaphore du caillou dans l'eau, oui, elle est excellente pour illustrer l'apparence physique de l'onde de choc. Cette espèce d'ondulation qui s'éloigne du centre. Sous forme d'anneau, quoi. Voilà. Mais pour vraiment comprendre comment la physique opère au niveau de la matière, au-delà du visuel, il faut superposer à cette image celle d'un embouteillage sur une autoroute. Un embouteillage. Comment ça? Eh bien, la galaxie intruse, en traversant le disque, elle perturbe violemment le champ de gravité. Ça crée ce qu'on appelle en astrophysique une onde de densité. Une onde de densité. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la matière elle-même qui est poussée, mais plutôt genre une zone de haute pression qui bouge. Exactement. Le gaz et les étoiles, ils tournent déjà dans la galaxie, à leur rythme. Ils font leur vie, oui. C'est ça. Et quand l'onde de choc gravitationnel traverse le disque de l'intérieur vers l'extérieur, elle crée une sorte de mur invisible où la gravité est plus forte. D'accord. Et quand les nuages d'hydrogène entrent dans cette zone d'embouteillage, ils ralentissent, ils s'accumulent et ils se compriment violemment. C'est ce qu'on nomme la pression dynamique. Ouais, je vois. Et du coup, quand on comprime brutalement du gaz froid dans l'espace, La gravité locale prend le dessus sur la pression interne du gaz. Les nuages s'effondrent sur eux-mêmes, la température monte en flèche et ça déclenche la fusion nucléaire. ça fait des étoiles... Des millions d'étoiles. C'est une frénésie absolue de naissance stellaire. Ah, mais donc c'est ça, cet immense anneau bleu flamboyant qu'on voit autour de la galaxie aujourd'hui. Tout à fait. L'impact a littéralement allumé un incendie stellaire circulaire. C'est dingue de se dire que toutes ces jeunes étoiles massives n'auraient jamais vu le jour sans cette perforation spatiale.
c'est de la création par la destruction. Ouais, mais attends. Pendant que cet anneau de création s'étend vers l'extérieur, il se passe quoi au centre? Les deux noyaux galactiques, ils ne vont pas juste repartir chacun de leur côté en se disant au revoir. Non, pas du tout. Là, c'est un autre phénomène physique qui entre en jeu, la friction dynamique. La friction dynamique. En gros, la petite galaxie qui a fait le trou, elle a généré un sillage gravitationnel derrière elle, une sorte de traînée de matière qui agit comme un gros frein. Oh, un parachute cosmique. C'est une bonne façon de le voir. Ce freinage lui vole son énergie orbitale. Résultat, elle ne peut plus s'échapper. Les deux noyaux sont pris au piège. Et ils vont finir par se rentrer dedans? Oui, ils vont spiraler lentement l'un vers l'autre pendant des centaines de millions d'années, jusqu'à la fusion inévitable de leurs deux trous noirs supermassifs. Fascinant. Mais du coup, là, on parle d'un tir en plein cœur. Évidemment, il y a une infinité d'angles d'approche pour ces collisions. Bien sûr. Si on prend les notes sur la galaxie Tétare, par exemple, la cicatrice est super différente. C'est pas un trou au milieu, c'est juste un frôlement très très proche. Un quasi-impact, oui. Et visuellement, on dirait que la galaxie a été genre détricotée. Elle a une queue d'étoiles qui s'étire sur 140 000 années-lumière. Comment un simple passage à proximité peut faire autant de dégâts? Alors là, on entre dans le domaine des forces de marée. Comme la Lune avec nos océans. Exactement le même principe, mais appliqué à une galaxie entière. La force de gravité, elle diminue avec le carré de la distance. D'accord. Ce qui veut dire que lorsqu'une grosse galaxie frôle le disque de la galaxie Tétare, le côté du disque qui est le plus proche de l'intruse subit une attraction beaucoup plus forte que le côté opposé. Ah donc il y a un différentiel de gravité, la galaxie est carrément écartelée. C'est le mot. La structure spirale cède sous cette tension extrême, la matière est littéralement arrachée du côté de l'approche et elle est propulsée dans l'espace intergalactique. Ce qui forme cette fameuse longue traîne. La traîne de marée, oui. Et tu sais ce qui est fascinant ? Dis-moi. Dans cette queue éjectée, on retrouve des grumeaux de gaz qui subissent eux aussi des compressions. Ils vont s'effondrer pour former de nouveaux amas globulaires. Waouh. Des amas tout neufs, complètement isolés, qui dérivent loin du corps principal. La galaxie survit, mais elle est déformée à tout jamais. Ça nous amène d'ailleurs à regarder les choses sur le temps long. On a vu le choc, l'onde de densité du caillou, la queue de marée. Mais le cycle de vie d'une galaxie, ça se compte en milliards d'années. C'est du très long terme, en effet. Et quand on lit les sources, on réalise que l'évolution d'une galaxie, elle est dictée par son régime alimentaire. C'est un peu cruel, mais c'est ça. Le terme technique, c'est le cannibalisme galactique. Oui, le mot est lâché, cannibalisme. Pour grandir, il faut manger ses voisines. Dans notre univers hiérarchique, c'est le mode de croissance par défaut. Les grosses structures avalent toujours les petites. Et on a un exemple parfait, genre juste à côté de chez nous, à 13 millions d'années-lumière, ce qui est littéralement au bout de la rue à l'échelle cosmique. Tu parles de Centaurus A. Exactement. Centaurus A. C'est une énorme galaxie elliptique qui a un truc très louche au milieu. En plein dans son halo d'étoiles, il y a une grosse bande sombre de poussière géométrique. La cicatrice d'un ancien repas. Voilà, c'est son estomac en fait. C'est le reste d'une petite spirale qu'elle a avalée il y a des centaines de millions d'années. Mais du coup, je me pose une question. Je t'écoute. Avaler une autre galaxie, ok, ça fait grossir. Mais est-ce que ça change vraiment la nature profonde du prédateur 22. Ah oui, la fameuse galaxie qui tourne à l'envers. C'est ça. Elle a rendu les astronomes fous pendant des années. Ses bras spiraux tournent dans le mauvais sens. Ils s'enroulent à l'opposé de la rotation globale de la galaxie. C'est tellement contre-intuitif. Ces gens, tu touilles ton café dans le sens des aiguilles d'une montre, mais la mousse au milieu tourne dans l'autre sens. C'est une très bonne analogie. Et l'explication, c'est le transfert du moment angulaire. C'est-à-dire? En physique, le moment angulaire, c'est la quantité de rotation d'un système. Et c'est une valeur qui se conserve. L'explication pour NGC 4622, c'est qu'elle a bouffé une galaxie dont la rotation était massivement opposée à la sienne. Ah, donc pendant la digestion, Par le biais de la friction dynamique dont on m'a parlé tout à l'heure, l'énergie de la petite galaxie s'est transférée à la grande. Le prédateur a été forcé de ralentir, puis d'inverser totalement le sens de rotation de certaines parties de son disque. c'est ahurissant. La proie est morte, mais elle a réussi à imposer son sens de rotation au géant qui l'a mangé. C'est la revanche cosmique par excellence. Et si on pousse cette logique à l'extrême, genre le stade terminal du cannibalisme, on tombe sur le boss de fin, IC 1101. le monstre absolu, la plus grande galaxie connue de l'univers local. Elle est 60 fois plus large que notre Voie lactée. C'est presque inconcevable. Mais vraiment, si la Voie lactée était une simple ville, IC 1101, ce serait un continent tout entier. C'est le produit fini de milliards d'années de fusion consécutive. Une supergéante elliptique.
Mais la taille n'est pas le seul truc qui a changé. La nature même de cette galaxie a été détruite par ces repas. Tu veux dire qu'elle est morte? Oui, on peut la qualifier de galaxie morte ou du moins inactive. Mais comment c'est possible? Elle vient de manger des dizaines de galaxies bourrées de matière, de gaz. Comment on peut mourir d'avoir trop mangé de carburant? C'est le paradoxe de l'étouffement galactique. À chaque fois qu'IC1101 est entré en collision, la pression dynamique a provoqué ce qu'on appelle des starbursts. Des naissances d'étoiles en masse, comme pour la roue de chariot? Voilà, des épisodes tellement extrêmes qu'ils ont consommé la quasi-totalité du gaz moléculaire froid en très peu de temps. Une vraie surchauffe. Et le peu de gaz qui restait, il a été violemment expulsé par les vents stellaires et les radiations des trous noirs. Donc en gros, à force de faire exploser les compteurs à chaque collision, la galaxie s'est vidée de ses ressources. Exactement, elle n'a plus de gaz froid. Donc, plus d'étoiles nouvelles. Aujourd'hui, elle n'a plus de bras spiraux majestueux. C'est juste une énorme sphère informe. Peuplée uniquement de vieilles étoiles rouges et jaunes. Qui se consume lentement, oui. Et au centre de ce cimetière gigantesque, on trouve un trou noir de 40 milliards de masses solaires. La facture de tous ces repas. C'est un destin terrifiant. Un géant rouge et inerte. Mais bon, ce qui est vraiment intéressant dans cette exploration, pour ceux qui nous écoutent, c'est que toute cette physique galactique, c'est une fenêtre sur notre propre avenir. Absolument. Ce qui s'est passé là-bas, ça va nous arriver. Et pour bien comprendre, les chercheurs nous orientent vers un cas en direct, les fameuses galaxies des antennes. C'est le système de référence incontournable, situé à environ 60 millions d'années-lumière. Ce sont deux spirales colossales qui sont genre en plein milieu de leur crash. Leurs disques s'interpénètrent en ce moment même. Les forces de marée ont arraché deux énormes traînées d'étoiles qui ressemblent aux antennes d'un insecte, d'où le nom. Et au point de contact, c'est l'enfer. Une fournaise. Les nuages de gaz s'encastrent à des centaines de kilomètres par seconde, créant des millions de jeunes étoiles bleues éclatantes. Mais du coup, pourquoi ces antennes sont notre miroir temporel? Parce que la configuration des antennes, deux grandes spirales qui tombent l'une sur l'autre, c'est la préfiguration exacte de ce qui va se passer entre la Voie lactée et Andromède. Andromède, notre grande voisine. Oui. Sauf qu'elle n'est pas si pacifique. Elle fonce droit sur nous à 250 km par seconde. Bah oui, quand même. 250 km chaque seconde, donc mathématiquement, on n'y coupe pas. L'impact est certain. Inévitable. Le destin gravitationnel des deux systèmes est déjà scellé. Et la physique arrive à modéliser la chronologie de tout ça. Ça va ressembler à quoi pour notre Voie lactée? Les modèles cinématiques sont très clairs. Dans environ 4 milliards d'années, les halos de matière noire vont interagir. Puis les disques vont se percuter de plein fouet. Aïe. Les forces de marée vont s'appliquer à nous, comme pour la galaxie Tétare. Nos magnifiques bras spiraux vont être arrachés, étirés en de longues antennes lumineuses dans l'espace intergalactique. Waouh. Donc le ciel nocturne, la petite bande laiteuse paisible qu'on connaît, Effacé. Terminé. Le ciel sera méconnaissable. un chaos absolu. La pression dynamique va saturer le ciel de nébuleuses en éruption, des pouponnières d'étoiles 1000 fois plus actives que la nébuleuse d'Orion. Et ce chaos va durer 1 ou 2 milliards d'années. Jusqu'à ce que les deux noyaux se rejoignent. Oui, à cause de la friction dynamique. Nos trous noirs centraux finiront par converger et fusionner dans une spirale qui va faire trembler l'espace-temps. C'est vertigineux. Mais tu sais ce qui est super paradoxal là-dedans? Et ça ramène à notre point de départ sur les étoiles qui ne se touchent pas. Et c'est que localement, c'est presque inoffensif. C'est vrai. À l'échelle du système solaire, c'est très calme. 100 000 années-lumière de matière déchirée, des flambées d'étoiles massives, mais l'espace est tellement grand qu'aucune étoile ne devrait percuter notre Soleil. La Terre, si elle est encore là, va juste changer d'adresse cosmique. C'est la grande ironie de l'astrophysique, oui. Une violence globale inouïe avec une préservation locale presque intacte. On va juste être relogé dans la banlieue d'une nouvelle galaxie elliptique, Milcomède, comme l'appellent déjà les astronomes. Une galaxie sans bras, géante et probablement morte comme IC 1101. Voilà, après, pour être précis au niveau chimique, d'ici 4 milliards d'années, notre Soleil sera devenu une géante rouge de toute façon. Ah oui, détail important. La biosphère terrestre, nos atomes, tout aura été vaporisé. On rejoindra sans doute les nuages de gaz qui serviront à allumer les étoiles de cette fameuse Milcomède. Un recyclage cosmique ultime, quoi. De quoi relativiser un peu sur notre importance. Exactement. Pour résumer, pour ceux qui étudient ces processus avec nous, les galaxies ne sont pas des objets de vitrine. C'est un écosystème brutal, fait de cannibalisme, d'équilibres rompus,
mais c'est surtout le chaos des ondes de densité et la pression dynamique qui génèrent la création. Sans ça, pas d'anneau bleu brillant, pas de flambée d'étoiles. C'est un équilibre de thermodynamique fondamental. Ça nous enseigne une vraie humilité. L'univers orchestre ses cycles gravitationnels avec une majestueuse indifférence pour notre petite échelle temporelle. Une indifférence fascinante. Et justement, pour conclure, j'ai envie de rebondir sur une réflexion finale de nos sources. Une idée un peu existentielle. Oh, sur les quasars? Oui. Les notes rappellent que dans le passé, l'univers grouillait de quasars. Des trous noirs hyperactifs, brillants comme des fous. Mais ils ont disparu aujourd'hui. Parce que les galaxies ont fini par consommer ou expulser tout leur gaz à force de collisions et de starbursts. Exactement, comme la géante morte IC 1101. Et ça m'amène à cette réflexion. À chaque fois qu'une onde comprime du gaz libre, paf, ça fait des superbes étoiles. Mais ce gaz, il n'est pas infini. Non, c'est une ressource non renouvelable. Du coup, quand la toute dernière galaxie aura fait son ultime collision, quand il n'y aura plus du tout de nuages d'hydrogène à enflammer, est-ce que ça ne veut pas dire que l'univers est en train, avec tous ces cataclysmes sublimes, de brûler frénétiquement le tout dernier carburant de sa propre beauté? C'est la tragédie inéluctable de l'entropie. Les mécanismes qui créent la lumière d'aujourd'hui garantissent que dans très très longtemps, il ne restera que des sphères froides autour de trous noirs silencieux. Un silence final juste après le plus beau feu d'artifice de la physique. Méditez là-dessus la prochaine fois que vous regarderez les étoiles. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle analyse de notre réalité physique.